Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'unité de mesure que l'on utilise en photographie et pourquoi ça peut te permettre d'atteindre un next level. Alors disons-le tout de suite, c'est vrai que de s'intéresser à une unité de mesure, c'est pas nécessairement la chose la plus fun lorsque l'on apprend la photo. Et pourtant, cette unité de mesure te permet en fait d'accroître ta maîtrise sur la matière première du photographe, c'est-à-dire la lumière. Parce que effectivement, le terme photographie signifie littéralement écrire avec la lumière. Mais écrire avec la lumière, c'est un processus. Ça part de l'image que tu visualises dans ta tête, la photo que tu imagines faire, et puis bien sûr l'image finale. Donc ça part d'une phase où on évalue la lumière, où on implémente des réglages, c'est-à-dire que on va doser la lumière qui parvient au capteur, et bien sûr il y a également la phase de labo numérique où on continue finalement à façonner cette lumière jusqu'à la phase de tirage, la phase d'impression. Et donc pour accroître sa maîtrise sur la lumière, qui est quelque chose d'abstrait, quelque chose de tangible, eh bien justement il faut une unité de mesure. Donc tu vois, imagine un petit peu que tu veuilles faire un gâteau, eh bien qu'est-ce qui va lier des ingrédients aussi différents que de l'eau par exemple, que de la farine, qui est donc de la poudre, que du beurre, que je sais pas moi, du sucre, du lait, de la levure, j'en passe et des meilleurs. Eh bien, ce qui permet de faire la relation entre ces différents ingrédients, eh bien sûr, c'est une unité de mesure. Je rappelle que 1 litre d'eau est très exactement égal à 1 kg. Donc, c'est une constante qui permet de faire le lien et que cette recette de gâteau, par exemple, tu veuilles la réaliser pour faire un gâteau pour 4 personnes ou pour un gâteau de 8 personnes, eh bien, étant donné qu'il y a une unité de mesure, il y a une unité de mesure qui te permet de faire une relation entre les différents ingrédients, eh bien, tu vas réussir ta recette, c'est-à-dire que tu fasses un gâteau pour 4 personnes ou pour 8 personnes, eh bien, le gâteau, il aura le même goût. Il aura le même goût que la précédente fois où tu avais fait ce même gâteau. Parce que, encore une fois, tu auras respecté les mêmes dosages. Tu vois, d'où l'importance, quelque part, d'avoir des unités de mesure. Alors, pour te rendre maître de ce processus créatif, je vais partager avec toi 3 clés, dont le but, c'est que ça te permette de te fournir les outils pour que tu puisses toi-même partir à l'exploration du potentiel de cette unité de mesure et en quoi ça va impacter ta pratique photo. Donc la première clé que je vais partager avec toi, c'est bien sûr la présentation de cette unité de mesure. Deuxième clé, ça va être les applications au sein de ta pratique prise de vue, de la partie photographie. Je vais surtout mettre l'accent sur la prise de vue, bien sûr. Et donc, troisième clé, en guise de conclusion, on verra un petit peu en quoi, justement, ça te permet d'atteindre un next level, de comprendre, de maîtriser cette unité de mesure. Dans mes débuts, lorsque je me formais à la photo, lorsque je découvrais un petit peu cet univers, eh bien, je crois vraiment que de découvrir, d'appréhender cette unité de mesure, ça a certainement été l'une des choses les moins pédagogiques auxquelles j'ai été confronté. Alors si en plus tu allies ça au fait que de s'intéresser à une unité de mesure, c'est pas spécialement fun, surtout quand justement on s'intéresse à quelque chose d'aussi ludique qu'est la photographie, eh bien évidemment ça a pas aidé. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en fin de compte, aussi peu de gens comprennent l'intérêt de cette unité de mesure, c'est parce que 1, c'est pas spécialement fun, et 2, en plus, c'est en général expliqué de manière assez confuse, pour tout un tas de raisons. Donc ensemble, on va aborder la première clé, qui consiste tout simplement à découvrir cette unité de mesure. Alors, l'unité de mesure que l'on utilise en photographie, c'est l'indice de lumination, mais tu en entendras plus souvent parler sous l'abréviation IL. IL pour indice de lumination, évidemment. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de lumination? Eh bien, parce que il y a 50, 60 ans, 70 ans, on parlait pas, par exemple, on utilisait très peu le terme exposition. On parlait de lumination. Lumination, c'est-à-dire la quantité de lumière qui, justement, parvenait à la surface de la matière photosensible. Alors, il y a quelques instants, je t'expliquais que lorsque j'ai découvert la photo, lorsque j'ai découvert cette unité de mesure, eh bien, ça a certainement été l'une des choses les moins pédagogiques auxquelles j'ai été confronté, tout simplement, mais parce qu'en fait, pour désigner la même chose, beaucoup de gens emploient des termes différents. Donc, avoue que ça aide pas au départ lorsque tu t'y intéresses. Alors, tu vas entendre parler donc d'IL pour indice de lumination. Tu vas aussi entendre parler de EV pour exposure value. Tu vas entendre parler de valeur de stop ou stop. Tu vas entendre parler également de valeur de diaphragme ou diaph. Un diaph, mais tu vas aussi entendre parler de cran, c'est-à-dire de valeur de cran. Alors, première chose déjà que je voudrais tout de suite expliquer, un indice de lumination est très exactement égal à un EV, qui est lui-même exactement égal à un stop, qui est égal à un diaph. C'est-à-dire que l'on parle
d'IL, de V, de valeur de stop, de valeur de diaphragme, on parle en fait de la même chose. Il s'agit de la même unité de mesure qui désigne très exactement la même quantité de lumière. Ça, c'est la première chose. Alors, lorsque l'on parle de cran, de quoi s'agit-il? Eh bien, le cran, en fait, une valeur de cran, ça désigne une valeur intermédiaire entre deux valeurs pleines d'indice de lumination. Par exemple, entre la valeur 1 et la valeur 2, eh bien, tu as des valeurs intermédiaires, très exactement comme 1 cm et 2 cm. Entre les deux, tu as 1,1 cm, 1,2 cm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,9 cm, 2 cm. Eh bien, un cran, c'est une valeur intermédiaire. Alors, le souci, c'est qu'un cran, ça n'a pas une valeur absolue. Un cran, en fait, ça dépend, enfin la valeur du cran va dépendre des réglages de ton boîtier. Bon, aujourd'hui, en sortie d'usine, les boîtiers, que ce soit des Compact Expert, des Reflex, des Mirrorless, j'en passe et des meilleurs, la valeur du cran est très exactement égale à 1/3 d'IL, ou 1/3 de V, ou 1/3 de stop, ou 1/3 de diaph. Mais tu peux changer cette préférence pour que le pas, qui est dans la valeur de cran, soit réglé en demi IL, en demi indice de lumination. C'est simplement une préférence que l'on peut régler dans son boîtier. Par moi, j'aime bien travailler en demi IL. Je trouve que c'est plus pratique. Déjà, quand on arrive à estimer l'exposition au demi indice de lumination près, je trouve que c'est déjà bien. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi je travaille en demi IL. Donc tu as compris qu'en fait, quand on parle de cran, ça désigne pas une valeur absolue. En fait, un cran, ça consiste tout simplement à tourner l'une des molettes d'un cran, comme de juste. Mais encore une fois, cette valeur de cran, eh bien, n'est pas une valeur fixe. Alors maintenant, ces fameux indices de lumination. Quel est le rapport, quelles sont les proportions de lumière entre ces différents indices? Donc, pour ce faire, je vais également m'appuyer sur ma fameuse cellule à main. Donc une cellule à main, en fait, encore une fois, c'est un appareil qui permet de mesurer la lumière dont on dispose, et puis de dégager des triangles, des combinaisons pour régler l'exposition, des triangles d'exposition. C'est-à-dire ça te permet de dégager une valeur ISO, un temps de pause et une ouverture de diaphragme. Alors bien sûr, dans les réflexes, il y a une cellule qui est intégrée. On ne la voit pas, mais elle est incorporée dans le boîtier. Donc là, elle est externe. Mais l'intérêt, c'est que c'est assez pédagogique parce que tu visualises en fait les différentes combinaisons possibles du premier coup d'œil. Alors là, j'ai évalué la lumière dans cette pièce, au moment où je tourne cette vidéo, à 12 IL, 12 EV, 12 stop, 12 valeurs de diaphragme. C'est-à-dire que ça, c'est la quantité de lumière que je dispose. Déjà, première constatation, également, un indice de lumination permet de quantifier la lumière. Parce qu'évidemment, si je me trouverais dans cette pièce à 2h du matin, sans éclairage d'aucune sorte, etc., bien sûr, il ferait noir. Et là, j'aurais pas 12 IL, mais je sais pas, certainement 0 IL de toute façon, puisqu'il n'y aurait pas de lumière à quantifier. Donc tu vois, donc l'indice de lumination sert déjà dans un premier temps à quantifier la lumière dont on a besoin. Alors maintenant, entre chaque valeur d'IL, eh bien de 12 à 13 IL par exemple, je fais donc un saut de plus 1 IL, jusque là tu me suis, eh bien si je devais utiliser la métaphore d'une ampoule, eh bien admettons qu'à 12 IL correspond l'éclairement d'une ampoule, eh bien à 13 IL, je double cette valeur. Ce qui signifie que je dispose de l'éclairage de non pas une ampoule, mais 2 ampoules. Ça veut donc dire que lorsque je passe de 13 IL à 14 IL, tu es d'accord avec moi que je fais toujours un saut de plus 1 IL, un indice de lumination, eh bien là également je double la quantité de lumière, ce qui veut donc dire que je passe de la quantité de lumière, admettons, correspondant à 2 ampoules, à la quantité de lumière correspondant à 4 ampoules. Ce qui veut donc dire que lorsque je fais un saut ici de 12 IL à 14 IL, c'est-à-dire je fais un saut de plus 2 IL, tu es d'accord avec moi? Eh bien, par rapport à ici, j'ai fait un saut de x4. C'est-à-dire que j'ai quadruplé la quantité de lumière
en passant de 12 à 14 indices de lumination. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Entre deux indices, eh bien, on double la quantité de lumière par rapport à la valeur précédente, hein, quand on grandit dans l'échelle, et quand on diminue, quand par exemple on passe de 13 à 12 IL, eh bien sûr ça signifie que, je vais utiliser une autre couleur, ça signifie que dans ce sens-là, donc j'ai bien moins 1 IL, mais ça veut dire que je divise par 2 la quantité de lumière dont je dispose. Évidemment, la même chose, hein, pour lorsque je passe de 14 à 13 IL. Je fais un saut de moins 1. Là également, bien sûr, évidemment, je divise par 2. Mais donc, dans l'autre sens, de 14 IL à 12 IL, dans l'autre sens, eh bien, je divise par 4 la quantité de lumière parvenant au capteur, par exemple. Ça veut donc dire que c'est quelque chose d'algorithmique. Et c'est pour ça qu'on utilise cette unité de mesure, parce que je rappelle qu'il y a plusieurs unités de mesure pour mesurer la lumière. Il y a le candela, par exemple. Mais l'intérêt pourquoi est-ce qu'on utilise l'indice de lumination? Eh bien, parce que en fait, ça a une réponse, enfin, c'est similaire à la manière dont, justement, notre œil gère la lumière, en fait, qui lui parvient. C'est-à-dire que l'œil a une façon particulière d'absorber la lumière, et donc c'est relativement proche de la logique de l'indice de lumination. Maintenant que je t'ai présenté cette unité de mesure, je vais partager avec toi la deuxième clé qui consiste finalement à comprendre l'impact de cette unité de mesure dans notre pratique de la photographie. Alors, tout à l'heure, je t'expliquais que l'appellation indice de lumination, tu pouvais le rencontrer sous différentes autres appellations, notamment valeur de stop, valeur EV et valeur de diaphragme. Alors, par exemple, lorsque j'ai découvert cette unité de mesure, c'est quelque chose qui a largement contribué à rendre ce concept confus pour moi. Pourquoi ? Parce qu'une valeur de diaphragme, je voyais pas le rapport entre le diaphragme de l'objectif, donc c'est cette pièce mécanique qui permet, en se dilatant et se contractant, eh bien de faire varier la zone de netteté dans ton image, la profondeur de champ, et quel était le lien avec l'exposition. Alors, déjà, il faut aussi savoir que pourquoi est-ce qu'on utilise cette expression, une valeur de diaphragme, concernant l'exposition ? C'est tout simplement parce que il y a 50, 60 ans, 70 ans, il n'y avait pas ou très peu d'électronique embarquée sur les boîtiers, et pour gérer cette fameuse ouverture de diaphragme, eh bien, on actionnait une bague ici. Cette bague, bien sûr, il y avait une échelle de diaphragme, et en fait, au fur et à mesure que j'actionnais cette bague, et bien suivant que je la tournais dans un sens ou dans un autre, eh bien, je faisais varier l'ouverture de diaphragme, et suivant les différentes valeurs d'ouverture de diaphragme, eh bien, il faut savoir qu'il y a un écart d'un IL. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais une photo au 120e de seconde à f1.4, là, le diaphragme est ouvert à son maximum, eh bien, j'aurai beaucoup plus de lumière qui va parvenir au capteur, évidemment, que si je fais une photo toujours au 120e de seconde, mais à f22. En fait, il faut faire la correspondance avec un robinet. Imagine que pendant 1 minute, tu laisses couler de l'eau. Mais alors, dans un premier cas, tu ouvres au maximum le robinet. Donc, au bout d'1 minute, tu auras un certain volume d'eau dans ta bassine. Et bien sûr, si tu refermes au minimum ce robinet, de façon à laisser simplement passer un léger filet d'eau, eh bien évidemment, au bout d'1 minute, tu auras une quantité d'eau bien moindre au fond de ta bassine. Et bien là, c'est exactement le même concept. Suivant que j'ouvre ou que je ferme le diaphragme, ça me permet de jouer sur la profondeur de champ, une fois de plus, mais évidemment, ça a pour conséquence de laisser passer plus ou moins de lumière au capteur. Alors, donc ce qu'il faut retenir, c'est que suivant les échelles de diaphragme, eh bien, finalement, il y a une correspondance avec l'indice de lumination, parce que suivant que je tourne la bague dans un sens ou dans un autre, j'augmente graduellement d'un IL, ou je diminue graduellement d'un IL, très exactement. Donc, concrètement, de f1.4 à f2, je fais un saut d'un IL. Dans l'occurrence, c'est moins un IL, puisque je commence à fermer le diaphragme. Donc, je réduis la taille de l'orifice par lequel passe la lumière. Donc, évidemment, ça a pour conséquence de faire parvenir moins de lumière sur la surface du capteur, etc., etc. Donc, après la valeur f2, j'ai la valeur f de 8, là également, moins 1 IL. Idem pour f de 8 à f4, idem pour f4 à 5,6,
et ainsi de suite sur les différentes valeurs de diaphragme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que entre chacune de ces valeurs de diaphragme, il y a très exactement un IL d'écart. Donc c'est par ce biais, c'est via cette analogie que l'on utilise l'expression augmenter ou diminuer l'exposition d'un IL. Pourquoi ? Parce que à l'époque de l'argentique, pour régler les paramètres de prise de vue, bon, la valeur ISO correspondait à la valeur ISO de la pellicule. En général, au cours de shooting, on ne changeait pas de pellicule parce que c'était une gymnastique assez compliquée. Et donc, les deux paramètres sur lesquels on jouait, eh bien, c'était le temps de pause et l'ouverture de diaphragme. Et en fait, ces deux paramètres, on les actionnait via des bagues qui étaient situées. Pour le temps de pause, c'était une bague qui était située au-dessus du boîtier. Bon, aujourd'hui, on reprend un petit peu par goût vintage un peu cette logique, hein. Notamment le Nikon DF avait très bien fait ça. Et concernant le diaphragme, donc, on le gérait depuis la bague située sur l'objectif. Et aujourd'hui, donc, tu peux encore rencontrer des objectifs plutôt d'occasion qui vont être aussi munis de cette bague. Voilà. Mais donc, ce qu'il faut retenir déjà, tu vois, c'est que tu as une première corrélation entre cette unité, qui peut paraître abstrait, puisque ça sert à quantifier la lumière, et un élément physique, en l'occurrence le diaphragme. Tu vois qu'il y a une correspondance, il y a une application. Alors bien sûr, toi tu vas me dire, moi attends, j'ai pas d'objectif f1.4, et par exemple, moi sur mon objectif, eh bien l'ouverture la plus grande c'est f3.5, et je la vois pas figurer sur ton échelle. Eh bien tout simplement parce que f3.5, ça correspond en fait à une demi-valeur d'IL. Donc f3.5, c'est très exactement une valeur intermédiaire entre f de 8 et f4. Et donc, en l'occurrence, ça correspond à 0,5 IL. Mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, parce que je te parlais de valeur de cran, la valeur de cran, c'est pas quelque chose qui est fixe. Et donc, soit que tu vas pouvoir faire varier l'ouverture de diaphragme de ton objectif en demi-IL. Mais tu vas également pouvoir faire varier cette ouverture de diaphragme par cran, correspondant à 1/3 d'IL, c'est-à-dire à 0,33 IL, admettons. Donc c'est des sauts de tiers. Et là, ici, c'était des sauts de 0,5. Donc par exemple, de F2 à F2.8, eh bien, ici, à 1/3, j'aurai l'ouverture F2,2. Une valeur de cran supplémentaire, 1/3 de diaph supplémentaire, eh bien, je suis à F2.5. Et bien sûr, après, je passe à 2.8. Voilà. Donc, tu vois, là, on a fait la correspondance entre 1, donc l'unité de mesure, donc l'indice de lumination. On a fait le lien avec ce que l'on appelle un diaphragme. On a fait le lien avec la valeur de cran, qui peut être soit de tiers d'IL ou de demi-IL, toujours appliquée au diaphragme, par exemple. Mais bien sûr, cette logique s'applique aussi au temps de pause, hein. Là, par exemple, si je suis au 60e de seconde, là, bien sûr, je vais être au 120e de seconde. Là, ici, au 250e. Là, ici, au 500e de seconde. Donc là, on fait bien des sauts de 1 IL, c'est-à-dire que de passer du 60e de seconde au 120e de seconde, eh bien, il y a très exactement un indice de lumination en moins, puisque j'ai réduit le temps de pause, hein, bien sûr. Du 120e de seconde au 250e de seconde, il y a un IL d'écart. Évidemment, c'est la même quand je passe du 250e, enfin du 250e au 500e. Et bien sûr, dans l'autre sens, ce coup-ci, j'augmente, évidemment, hein. Quand je passe du 500e de seconde au 250e de seconde, je laisse passer
un IL en plus, évidemment. C'est logique. Donc tu vois, là on a fait le lien entre l'indice de lumination, une ouverture de diaphragme et un temps de pause. Et tu te rends compte qu'à chaque fois, eh bien, tu as une constante qui se répète. Alors, là aussi, concernant les temps de pause, bien sûr, tu vas pouvoir le vérifier sur ton boîtier, tu as des valeurs intermédiaires qui correspondent là aussi au cran. Si par exemple toi, la valeur de cran sur ton boîtier est exprimée en tiers, c'est-à-dire le réglage par défaut sortie d'usine, eh bien du 120e au 250e, tu vas avoir une valeur intermédiaire. Mais si ton boîtier, tu l'as réglé en valeur de cran correspondant à 1,5 IL, eh bien tu auras des temps de pause évidemment correspondants. Alors, l'intérêt également de comprendre cet indice de lumination, eh bien ça te permet évidemment de comprendre l'intérêt de certains objectifs. Par exemple, dans le cas d'une focale fixe, un cas que tu peux rencontrer, un 50 mm f1.4 par rapport à un 50 mm ouvrant à f2.8, bon, en général, ça correspond plutôt à des objectifs macro, eh bien, de f2.8 à f4, on a donc deux valeurs de diaphragme d'écart. C'est-à-dire que de f1.4, non, c'est-à-dire que j'arrive plus à parler. C'est-à-dire que de la valeur de f1.4 à la valeur de f2.8, j'ai deux diaphragmes d'écart, donc deux IL d'écart, mais ça correspond à, dans un sens ou dans un autre, à multiplier ou à diviser la quantité de lumière par 4. Si précédemment, tu avais un 50 mm ouvrant à f2.8 au maximum, et là tu t'achètes un 50 mm ouvrant à f1.4 au maximum, ça veut dire que dans le cas du f1.4, tu auras la possibilité à temps de pause égal et valeur ISO égale, eh bien de faire parvenir 4 fois plus de lumière en plus à la surface de ton capteur. Et donc là, ça te permet de comprendre aussi l'appellation, même si c'est pas l'objet de cette vidéo, d'objectif dit rapide. Donc jusqu'à maintenant, on a réussi à faire le lien entre un indice de lumination et les valeurs de diaphragme. On a réussi à faire la correspondance avec les temps de pause. Et bien évidemment, il en va de même pour la valeur ISO. C'est-à-dire que je sois ici à 100 ISO, par exemple, et ici à 200 ISO, tu as compris qu'on fait un saut d'un IL. Bon, en l'occurrence, un saut positif, parce que là, j'ai une sensibilité de capteur largement supérieure. Et donc, c'est une valeur positive. C'est-à-dire que là, de 100 ISO à 200 ISO, eh bien, je double la quantité de lumière, quelque part, qui parvient au capteur. C'est pas tout à fait exact, puisqu'en fait, la quantité de lumière est identique, mais la sensibilité du capteur doublant, voilà, c'est un peu la même chose, en fait. Donc, de 200 à 400 ISO, là aussi, bien sûr, un saut de plus 1. De 400 à 800, là aussi, c'est un saut de plus 1 IL, évidemment. Pareil pour 1600 ISO. Voilà. Et bien sûr, dans l'autre sens, je diminue. T'as compris la logique, j'espère, à ce stade de la vidéo. Là, dans l'autre sens, lorsque je réduis la sensibilité du capteur de 1600, je passe à 800 ISO, et bien sûr, je diminue d'un IL la sensibilité du capteur. Donc, tu vois que on a fait le lien entre des choses aussi différentes que l'ouverture d'un diaphragme, donc cette pièce mécanique qui permet encore une fois de gérer la profondeur de champ sur ton objectif, le temps de pause, faire varier le temps de pause en fait consiste à gérer le rideau qui masque le capteur. Donc c'est une autre pièce mécanique. Et troisième point, eh bien on a fait le lien avec la valeur ISO, c'est-à-dire que finalement tu vois que c'est la même unité de mesure qui fait le lien entre les trois. Donc avec ma cellule à main tout à l'heure, j'ai mesuré la quantité de lumière dans cette pièce à 12 IL. Eh bien, si par exemple, j'étais à F4 ici et par exemple à F8 ici, donc à F4, eh bien, j'étais au 250e de seconde. À F8, j'étais au 60e de seconde. Eh bien, en fait, dans les deux cas, j'ai la même quantité de lumière qui parvient au capteur. Mais par contre, bien sûr, l'incidence sur la photo en elle-même
est différente. Par exemple, à f4, j'aime bien utiliser souvent l'image d'un mécanicien. Imagine un mécanicien debout devant son atelier, devant son établi. Eh bien, imagine qu'à f4, eh bien, je vais en gros l'isoler, c'est-à-dire que je vais rendre flou les différents outils derrière lui, sur son établi. Par contre, à f8, je vais lui donner du contexte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rendre identifiables les différents outils. Je vais lui donner du contexte. Par contre, au 60e de seconde, faut pas trop qu'il bouge, mon mécano. Par contre, au 250e de seconde, ça me permet de figer l'action. Donc tu vois l'interaction, tu vois l'intérêt de cette unité de mesure. Là, ça permet très précisément de faire la relation. Donc, encore une fois, pour 12 IL, on peut imaginer toute une série de réglages. Donc, je vais reprendre les fameux réglages que m'indique ma cellule à main. Donc, ici, F2. Donc, pareil, 2, 8, F4, 5, 6, F8, F11, F16, F22. Eh bien, donc, j'aurai des temps de pause différents. Donc, à F2, ici, j'étais au millième. Donc, ici, forcément, au 500e. Pourquoi forcément? Parce que d'ici à ici, du millième de seconde au 500e de seconde, tu es d'accord avec moi qu'il y a bien un IL d'écart, mais ce coup-ci, c'est un écart en positif, c'est-à-dire que le temps de pause du millième au 500e de seconde, bien sûr, le temps de pause est plus long, au 500e de seconde, c'est un temps de pause qui est plus long que le millième de seconde, tu es d'accord avec moi? Mais par contre, par exemple, de F2 à F2.8, là aussi j'ai un IL d'écart, mais ce coup-ci c'est en moins. C'est-à-dire que je réduis le diaphragme, ce qui donc a pour conséquence de réduire la quantité de lumière qui parvient au capteur. Mais dans les deux cas, tu vois, sur ces deux triangles d'exposition ici, eh bien au final, encore une fois, sur mon capteur, j'ai exactement la même quantité de lumière qui va lui parvenir. Donc, je poursuis donc ma logique. Donc, du 500e de seconde, je passe au 250e. Alors là aussi, j'ai plus un indice de lumination en plus. Mais par contre, je réduis ici le diaphragme. Donc, en fait, ça compense. Et c'est ça l'intérêt de comprendre cette unité de mesure. C'est-à-dire que tu vas comprendre que pour une quantité de lumière donnée, eh bien, tu peux compenser. C'est-à-dire que suivant que tu veux plus ou moins de netteté, de contexte, suivant que tu veux plus ou moins figer l'action, eh bien, tu dois compenser par... il y a une compensation qui s'effectue sur les autres paramètres de prise de vue. Donc là, de 250e, ici, on passe au 125e. Ici, on passe au 60e. Ici, au 30e, au 15e et au 8e de seconde. Et dans tous ces triangles, j'ai très exactement la même quantité de lumière qui parvient au capteur, c'est-à-dire 12 IL. Alors voilà la gymnastique auquel finalement, une fois qu'on maîtrise cette unité de mesure, eh bien on se livre. Alors, par exemple, on peut imaginer un contexte de prise de vue particulier. Alors, admettons qu'il fasse la photo nocturne, et puis pour autant tu veux pas de flou de bouger, c'est-à-dire qu'il te faut un temps de pause extrêmement court. Eh bien, là, par exemple, tu vas chercher à mettre en œuvre un triangle d'exposition. Donc, admettons que tu dis, moi, il faut pas que je sois en deçà du 125e pour pas avoir de flou de bouger. Donc, tu vas chercher, bien sûr, à jouer sur ces paramètres ici. Tu vas chercher à adapter ces paramètres pour faire rentrer le maximum de lumière pour que ta photo soit correctement exposée. Donc, admettons, si tu as un objectif dit lumineux, donc qui ouvre à 1.4, par exemple, tu peux choisir l'ouverture 1.4, justement. Et bien sûr, ici, pour la valeur ISO, tu vas chercher à pousser au maximum, jusqu'à un certain point. Admettons 3200 ISO. Pour que ta photo soit correctement exposée, c'est-à-dire qu'il y ait une quantité suffisante de lumière qui parvienne au capteur pour que la photo soit exploitable. Mais toi, ta contrainte, c'était de ne pas avoir de flou de bouger, donc ce qui était stratégique pour toi, c'était d'utiliser ce temps de pause, donc le 125e. Alors bien sûr,
aussi les autres applications de la maîtrise de cette unité de mesure sont diverses. Parce qu'effectivement, ça te permet aussi de comprendre la compensation d'exposition, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ça te permet aussi de comprendre, puisqu'on parle de compensation d'exposition, ça te permet de comprendre l'échelle de compensation d'exposition qui cette fois existe sur les flashs, que ce soit de studio ou les flash Cobra. Donc maintenant que j'ai partagé avec toi un peu quelques cas concrets d'application de cette unité de mesure, on va, pour terminer cette vidéo, aborder la troisième clé, c'est-à-dire en quoi est-ce que ça te permet d'atteindre un certain next level. Donc tu l'as compris que cette unité de mesure fait le lien entre différents éléments. Là, j'ai surtout abordé le contexte de prise de vue, mais cette unité de mesure, tu le retrouves également au niveau de la phase de labo numérique. Parce que en phase de labo numérique, bien sûr, on continue à façonner cette lumière, on continue à travailler dessus. Et dans les logiciels de post-traitement, bien souvent, tu as un curseur qui correspond au gain d'exposition. Eh bien, je te le donne en mille. Ce fameux gain d'exposition est exprimé lui aussi en indice de lumination. Donc, tu vois que tu retrouves cet indice, cette unité de mesure, cet indice de lumination partout, en fait. Et en fait, ça te procure un pouvoir sur ton processus créatif. Eh bien, parce que, en fait, cette unité de mesure, c'est un peu la clé de voûte, en fait, de la photo. Encore une fois, c'est pas quelque chose de fun, c'est pas quelque chose de super intuitif à comprendre, même si c'est pas compliqué, mais bon, c'est pas simple. Mais voilà, d'ailleurs, ça te procure, ça te permet d'atteindre un next level, tout simplement parce que ça te fournit en soi un avantage comparatif. Parce que beaucoup de gens vont pas vouloir produire l'effort, vont pas vouloir produire le deep work, pour comprendre cette unité de mesure. Et donc toi, si au contraire tu comprends cette unité de mesure, que tu retrouves dans différentes pratiques photo, à différents moments clés du processus de fabrication d'une image, tu as un avantage comparatif, puisque tu comprends mieux la lumière, tu comprends mieux la matière première que l'on façonne, nous photographes. Alors évidemment, tu as compris que si tu comprends cette unité de mesure, si tu as compris la relation qu'il y avait entre les différentes valeurs de diaphragme, les différentes valeurs de temps de pause, les différentes valeurs ISO par exemple, ça veut dire que tu comprends l'intérêt de travailler en mode de prise de vue manuel. Parce que quand tu travailles en manuel, c'est à toi de déterminer un temps de pause, c'est à toi de déterminer une ouverture de diaphragme, c'est à toi de déterminer une valeur ISO. Et pour t'aider, encore une fois, tu as ce fameux bar graph, hein. Tu as cette fameuse échelle de luminance qui te renseigne sur l'image que tu vas produire. Et tout ça fait sens que si tu comprends l'indice de lumination, en fait. Sinon, ça veut dire que tu fais les choses un petit peu au hasard. Tu vois, c'est un peu comme si tu avais les yeux bandés quelque part. Bien sûr, je t'invite à procéder à tes propres tests, c'est-à-dire à partir à l'exploration de cette unité de mesure. Alors pour ce faire, c'est pas compliqué, hein. Tu peux te mettre très bien devant la fenêtre de ton salon et puis photographier ce que tu vois depuis cette fenêtre, hein. Donc tu vas chercher à faire varier les différents paramètres de prise de vue. Tu vas jouer sur les valeurs extrêmes de diaphragme. Moi, c'est ce que je conseille toujours, hein, jouer sur les valeurs extrêmes. Tu joues également sur les valeurs extrêmes de temps de pause, par exemple. Tu joues sur les valeurs extrêmes, valeur ISO, et tu observes les rendus d'image. Tu observes ce que ça te permet d'exprimer au travers le fait de varier ces différents paramètres de prise de vue, c'est-à-dire de réussir à comprendre la lumière que tu laisses passer en plus ou en moins, ou la quantité égale de lumière que tu fais parvenir au capteur, mais en mettant en œuvre des triangles d'exposition différents qui eux aussi vont te permettre d'exprimer des choses différentes. Ah bien sûr, tu peux aussi utiliser n'importe quel objet que qui va te tomber sous la main à la maison, un objet de ton petit bonhomme par exemple, comme moi, et puis voilà, tu fais des essais. Et petit à petit, le but c'est d'injecter de la conscience dans chacun des actes, dans chacun des réglages que tu implémentes dans ton boîtier. C'est ça, développer son power photo. C'est ça, notamment, de développer son power photo. C'est-à-dire d'arrêter de faire de la belle photo par hasard, mais de faire de la photo en pleine conscience, si tu veux. Et cette conscience, bien sûr, est en adéquation avec une intention photographique. Alors, si le sujet t'intéresse, si tu veux aller plus loin dans ta compréhension de l'exposition, bien sûr, je t'invite à consulter la playlist dédiée, où là, tu vas retrouver des vidéos spécifiques sur des éléments dont j'ai fait allusion ici, puisque je pouvais pas trop non plus faire une vidéo trop longue, même si je pense qu'elle sera déjà trop longue pour beaucoup d'entre vous, en fait. Alors, par exemple, j'ai fait une vidéo dédiée à la présentation de la cellule d'exposition à main. J'ai fait une vidéo dédiée à la compréhension de ce fameux bar graph, de l'échelle de compensation.
J'ai fait une vidéo dédiée au mode de mesure, hein, c'est-à-dire comment est-ce que la cellule interne du boîtier travaille. Voilà, j'ai fait toute une série de vidéos sur des aspects divers et variés de la gestion d'exposition. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, si tu veux aller plus loin, je t'invite à la consulter. Bah écoute, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bah, bien sûr, si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes à avancer, bah, n'hésite pas à liker, à partager, parce que ça va leur donner des indications sur le contenu qualitatif dans cette vidéo. Et nous, bien sûr, on se retrouve bientôt dans de prochaines aventures. Allez, salut, à bientôt.